Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Conjuguer les plaisirs de la nature pour cette saison 1. Je suis avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, comme pour les précédents épisodes, nous allons vous accompagner pour la découverte d'un livre et d'une auteure aujourd'hui. Peux-tu nous dire de quoi s'agit-il ? Je ne vous dis pas tout, je vous dis juste son surnom, Sappho 1900. D'accord. Bizarre, mais... Intriguant. Ouais. Vivement la suite de l'émission pour en savoir plus. Tout d'abord, je vais commencer par un haïku que j'ai écrit en rapport avec les thèmes dont m'a parlé Fabien, même si je ne sais pas exactement de quoi il va parler. Il m'a donné quelques mots, donc j'ai écrit un haïku avec ces quelques mots. On continuera ensuite avec la présentation donc, de ce livre et de cet auteur. Et on finira, comme d'habitude, avec la dictée d'un extrait qu'aura choisi Fabien dans ce fameux livre. T'es prête ? Je suis prête. C'est parti. Une respiration fait trembler les racines. Nouveau paysage. Une respiration fait trembler les racines. Nouveau paysage. Merci beaucoup. C'était beau avec la musique et tout, on y était et en plus ça fait une belle introduction pour l'ouvrage que l'on va voir aujourd'hui. Allez, je vous en dis plus sur cette Sappho 1900, c'est donc son surnom. Je veux parler de Renée Vivien. Alors Renée Vivien, c'est son nom d'auteur, ce n'est pas son vrai nom. Elle est née en 1877, décédée en 1909. Tu la connais pas, tu m'as dit en entrée, mais tu as quelque chose... Je suis sûre d'avoir déjà vu ce nom dans une bibliothèque, dans un endroit où j'ai vécu. Alors peut-être la bibliothèque de mes parents, peut-être la bibliothèque de la coloc où j'ai été, je sais pas. Ce nom, je le vois sur un livre, sur une étagère, dans mon environnement quotidien à un moment donné. Mais je ne l'ai jamais lu. Peut-être que lors de la présentation, à un moment donné, ça va s'éclairer en toi. Tu vas dire « Ah mais oui, c'est à tel endroit ». Tu n'hésiteras pas à me couper à ce moment-là. On fera une petite pause sur ton histoire, sur tout ça. Alors donc, Renée Vivien, son vrai prénom c'est Pauline Marie Tarn. Elle est poétesse, née en Angleterre mais vivant en France et écrivant en français. Elle est née à Londres en 1877, son père est d'origine anglaise et sa mère américaine. Alors elle passe son enfance entre Londres et Paris et lorsqu'elle devient majeure, à 21 ans, elle décide de s'installer définitivement à Paris. Son papa décède alors qu'elle a seulement 9 ans. De ce décès, elle reçoit son héritage et qui va la mettre à l'abri du besoin durant toute sa vie. On va voir que sa vie est malheureusement assez courte. Elle s'installe à Paris, mais elle voyage beaucoup, notamment au Japon, à Constantinople, qui ne s'appelle pas encore Istanbul, et à Mytilène. Je ne sais pas si ça te... Mytilène, c'est une ville sur l'île de Lesbos en Grèce. Non, ça me dit rien. Tu vas voir, ça a une importance capitale dans la vie de... Gardez-le en tête. Ouais, Mytilène. Dans la vie de Renée Vivien. Chose importante, elle perd une amie très tôt, une certaine Violette, qui d'ailleurs, c'est elle qui la présentera à sa première aventure amoureuse, Nathalie Barnet. Pauline Marie Tarn, donc l'auteur de son nom civil, aime et courtise les femmes. Elle a plusieurs aventures, soit déclarées, soit clandestines, parfois orageuses, mais en tout cas toujours passionnées. Le milieu littéraire lui accole ce surnom de Sappho 1900. Alors je vais m'expliquer un peu là-dessus, c'est vraiment obscur, oui. Je le vois dans tes yeux. Je ne vois pas à quoi ça peut renvoyer. Sappho
et 1900, puisqu'ils sont même pas encore en... Ah si, ils sont pile dans les années 1900. D'accord. Donc c'est par rapport à l'année civile, 1900. Et Sappho, eh bien on va voir pourquoi. Dans les années 1900, il y a un nombre croissant de femmes qui écrivent des ouvrages. On peut citer Colette, Anna de Noailles ou encore Lucie de la rue Mardrus. Et parmi elles, plusieurs affichent des relations saphiques. Qu'est-ce qu'une relation saphique? Le mot saphique vient de l'œuvre de Sappho, S-A-2-P-H-O, poétesse grecque de l'Antiquité qui vécut à Mytilène au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc elle a vécu dans cette ville, sur l'île grecque. Et donc Sappho, dans cette mouvance du début XXe siècle en Occident, revient sur le devant de la scène, et notamment grâce à René Vivien. Alors, en fait, pour parler d'homosexualité féminine, à l'heure d'aujourd'hui, on a tendance à souvent utiliser le mot de lesbienne. Qui vient de l'île Lesbos. Voilà. C'est la question que j'allais te poser. C'est ça, t'as trouvé toute seule, naturellement. Okay. Donc lesbienne, c'est le nom de l'île, enfin, c'est le dérivé du nom de l'île en français, l'île dans laquelle a vécu Sappho. Mais du coup, on peut dire lesbienne, mais on peut aussi dire saphique. D'accord. Des relations saphiques, le saphisme, etc. Moi, je le voyais écrit S-A-F-O, donc j'étais loin de l'étymologie grecque, en fait. Alors, il y a des pièges. Non, c'est avec PH, du coup, mais des fois, il y a 2 P, H-O, des fois un seul. Pour revenir à René Vivien, je disais qu'elle avait mis sur le devant de la scène en 1900 Sappho. Cela parce qu'elle a traduit un texte emblématique de Sappho et qu'elle a augmenté, et ça avait eu du succès à l'époque, c'était en 1903. Le texte était éponyme, il s'appelait tout simplement Sappho, avec les 2 P, H-O, et ça a été un texte emblématique pour le mouvement lesbien bien des années plus tard. Alors je vais maintenant parler un petit peu de la tragique fin de René Vivien. Elle mourut prématurément, des suites, d'une part, d'une longue dépression, une tentative de suicide, puis des maladies. Elle a refusé de se nourrir, elle a abusé de l'alcool. Tout cela aura eu raison d'elle. Elle s'éteindra à l'âge de 32 ans. Je vais relayer là une petite phrase qui était apparue en 1909, l'année de son décès. Je vous la cite. René Vivien faisait partie d'un groupe de femmes qui, comme d'autres, buvant comme pour prendre la parole contre un monde qui ne voulait pas d'elle, qui retournait la violence de la société contre elle-même. Voilà la phrase du journal. Donc elle est décédée à 32 ans seulement, mais elle laisse quand même une œuvre assez prolifique derrière elle. Je vais vous citer quelques chiffres. Un journal intime, 12 recueils de poésie dont 500 poèmes, 2 ouvrages sur Sappho, 7 volumes de prose, 10 romans signés sous différents pseudonymes, des nouvelles, des correspondances et un recueil de contes gothiques. Donc elle a écrit tout ça et elle s'est mise à écrire assez tardivement. Et dans ses œuvres, elle est assez... donc tu dis qu'elle a traduit des textes de Sappho, etc. Est-ce que toute son œuvre tourne autour de cette révolution féministe et lesbienne, ou est-ce qu'il y a eu aussi d'autres thèmes qui ont été abordés Alors c'est une auteure multimouvement. Elle fait à la fois partie du mouvement du Parnasse, mais aussi elle a écrit de manière plus classique, notamment les lettres en grec, latin et dans un français classique. Elle a aussi fait partie du mouvement naturiste, et j'en ai un qui m'échappe. Enfin, il y a plusieurs mouvements là peuvent la caractériser. Alors pour décrire un peu sa façon d'écrire, je suis désolé, j'ai pas ton talent. Donc j'ai trouvé par contre Fernand Ozer, un journaliste qui a écrit sur René Vivien et qui a laissé quelques belles pages sur elle et son écriture, et donc je vais vous la lire.
Avec plaisir. Alors, voici ce qu'il dit sur Renée Vivien. Cette poétesse qui déconcerte souvent a, me semble-t-il, à la fois la clarté et l'amour de l'ombre. Elle adore aussi les nuances délicates et subtiles, et cela se voit dans les rythmes fluides et vaporeux de sa prosodie. Mélancolie exaspérée, joie farouche, enivrement, lassitude, variété de la passion humaine, idéaliste éperdue, qui sanglote dans un effort vers la conquête de l'impossible et la possession de l'immatériel, et jusqu'à la vision désespérément attirante de la mort. Tout est réuni en l'œuvre de Renée Vivien pour dire la tristesse d'une âme peu commune et qui se crée peut-être des motifs raffinés de souffrir. Voilà un petit peu. Excusez-moi, ça faisait une longue phrase, à un moment donné j'étais perdu. Mais voilà, donc je pense qu'il ne faut pas oublier que Renée Vivien, elle a eu de grosses critiques que j'ai pu lire lorsque j'ai préparé cette émission. Je ne vais pas les relayer, mais elle était aussi vue comme une nantie, un petit peu la bourgeoise née avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui se plaint de tout et n'importe quoi, qui peut voyager à travers le monde, qui n'a jamais fait aucun effort de travail pour gagner sa vie, etc. Et qui se complaît dans des malheurs qui paraissent, pour ses critiques, un peu futiles. Ou un peu... Donc voilà, et elle a aussi cette face-là, mais à partir des années 60, sa figure est reprise justement dans les courants de libération et de la femme et de la sexualité des femmes. Et donc Renée Vivien a été reprise par ces mouvements-là, et on s'est remis à lire Renée Vivien depuis les années 60 et récemment depuis 2015 où là elle connaît vraiment un essor. Et petite question à tout hasard, ce ne seraient pas des hommes qui auraient critiqué par hasard Si, bien sûr. Ces sujets futiles dont elle parle dans ses livres, pourquoi se plaint-elle ? Ouais. D'ailleurs, Colette, elle, l'a soutenue jusqu'au bout. Il y a de très très belles correspondances avec Colette. D'accord. Sur l'œuvre... Alors, quelle heure est-il ? Ouais, allez, rapidement, sur l'œuvre. Parce qu'on n'a pas parlé de nature jusqu'à présent, oui. alors que le thème, c'est la nature. Elle s'est aussi beaucoup intéressée à la nature à travers ses voyages. Constantinople, une ville qu'elle a adorée. La Norvège également, j'ai parlé du Japon aussi. Dans tous ses ouvrages, et notamment ses poèmes en prose, elle parle beaucoup de la nature à travers ses voyages. Et pour la dictée d'aujourd'hui, j'ai choisi d'aller piocher dans ses poèmes en prose. C'est un ouvrage paru entre 1905 et 1915. Donc il y a à l'intérieur de cet ouvrage des textes qui ont été posthumes à Renée Vivien. Ça a été publié dans la Bibliothèque internationale d'édition d'Édouard Sanson et compagnie à Paris. Dans cet ouvrage poème en prose, eh bien, il y a 4 poèmes: Le cygne noir, La mendiante, Le long de l'abîme et Les 4 vents. Alors je crois que là-dedans, on voit aussi assez bien son état d'esprit que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, dans Les 4 vents, eh bien, c'est là-dedans, dans ce poème en prose que l'on va faire la dictée. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui va vers une colline et qui se fait interrompre dans sa marche par les 4 vents, le nord, l'est, le sud, enfin le vent du nord, le vent de l'est, etc. Et chacun des vents est personnifié et lui demande de la suivre vers de nouveaux paysages. Et donc ils essayent d'enrober un petit peu, enfin de décrire ces paysages du mieux qu'ils peuvent, sauf que le personnage de la jeune femme est amoureuse d'une autre jeune femme qui l'attend au village. Et elle refuse l'appel des 4 vents. Elle rembarre tous ces vents-là. Elle met des vents au vent. Tout à fait, c'est ça. Merci Clémence. Ouais, très belle conclusion. On la redira à la fin de l'émission. C'est très très beau. Ça pointe. C'est dommage que j'ai encore des choses à dire. Sinon, on aurait pu lancer. L'émission s'arrête ici. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, merci Clémence. Générique. Allez hop. Et je voulais juste citer la dernière phrase de ce poème que je trouve très beau, très belle, voire même sublime. Je vous la donne. Le vent d'ouest s'enfuit, lui aussi, dans un frisson d'aile. Moi, je demeurai
solitaire dans la bonne chaumière où le feu brûlait et je regarde les flammes. Je trouve d'une humilité dingue et vraiment très belle, toute simple, et je regarde les flammes. C'est la conclusion, c'est les derniers mots. Je trouve ça vraiment beau, et juste pour vite fait décortiquer, on commence par le présent, on va au passé simple, puis à l'imparfait, et on revient au présent, et je pense que c'est ça qui crée un effet, parce qu'elle commence par s'enfuir au présent, puis demeurer, c'est conjugué au passé simple, le feu brûlé à l'imparfait, pour revenir ensuite, et je regarde les flammes. Tu peux nous la relire, s'il te plaît ? Ouais. Le vent d'ouest s'enfuit, lui aussi, dans un frisson d'ailes. Moi, je demeurais solitaire, dans la bonne chaumière où le feu brûlait, et je regarde les flammes. C'est vrai qu'elle est très belle comme phrase. Je trouve ouais. Ça met des frissons. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que c'est bien aussi de parler de la vie des auteurs quand elle a une grande importance dans leurs œuvres. Je te remercie de nous avoir fait découvrir cet auteur et j'espère que c'est le cas aussi pour nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à aller voir ses ouvrages, elle traite de beaucoup de sujets. Très bien. Est-ce que c'est l'heure de la dictée ? Oui. J'ai pas de feuille et de stylo. Ah. J'ai un stylo mais j'ai pas de feuille. Je te prête ça. Allez, jingle et je te donne la feuille. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. On va découvrir ce texte ensemble et donc je vais vous lire quelques phrases qui ne feront pas partie de la dictée mais qui, selon Fabien, sont importantes et intéressantes à inclure. Donc les premières phrases, c'est cadeau. Comme je m'acheminais vers la colline, je rencontrais le vent de l'ouest. Il était vêtu de vert et portait une couronne de perles humides. Il me dit « Laisse-moi t'emporter vers la mer. Tu verras l'infini du ciel et de l'eau et du ciel. Tu te réjouiras du léger passage des voiles dont la blancheur frissonnante se colore, vers le couchant, de pourpre et d'or rouge. Tu verras les formes architecturales des poissons monstrueux et le vol circulaire des goélands qui tournoient infatigablement au-dessus des mâts. Tu verras mes brumes que j'évoque dans le soir et l'embrun que je fais jaillir des vagues. Tu verras ces divins couchers de soleil qui précèdent la lune. Comment on peut rembarrer ça ? Je sais pas. Ouais, il utilise des mots compliqués. C'est vrai ? Tu trouves ? Non, je rigole. Ouais, moi, peut-être, si quelqu'un vient me voir en me disant viens voir le vol architectural des oiseaux dans le ciel, je vais peut-être le regarder. Mais en plus, c'est le rempart pour son amoureuse. Oui, je vais plutôt aller voir l'architecture de mon amoureuse. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour le vent d'ouest. Et le vent d'ouest est le dernier. Donc, les 3 premiers vents se sont déjà pris des vents. Ça va rester ça. Et le 4e, c'est l'ouest, et lui aussi. C'est parti pour la dictée. Oui. Es-tu prête, Clémence ? Oui. Et vous êtes prêts ? J'espère. Je vous laisse juste 2 secondes, le temps de moi aussi plier ma feuille et la mettre bien devant mes yeux pour vous faire cette dictée. Et c'est parti. On va inclure dans la dictée le titre du poème. Oui. Donc ça commence ainsi avec le titre. Les 4 vents. Les 4 vents. Il était vêtu de vert et portait une couronne de perles humides. Point. Il était vêtu de vert et portait une couronne de perles humides. Point. Il me dit, ouvrez les guillemets, laisse-moi t'emporter vers la mer. Point.
Laisse-moi t'emporter vers la mer. Point. Tu verras l'infini du ciel et de l'eau, virgule. L'infini du ciel et de l'eau, virgule, de l'eau et du ciel. C'est une répétition, juste en changeant l'ordre. Tu verras l'infini du ciel et de l'eau, virgule, de l'eau et du ciel. Point. Tu te réjouiras du léger passage des voiles, dont la blancheur frissonnante, se colore, virgule, vers le couchant, virgule, vers le couchant, virgule, de pourpre et d'or rouge. Point. La blancheur frissonnante se colore, virgule, vers le couchant, virgule, de pourpre et d'or rouge. Point. Tu verras les formes architecturales des poissons monstrueux et le vol circulaire des goélands qui tournoient infatigablement au-dessus des mâts. Point. Tu verras mes brumes que j'évoque dans le soir et l'embrun que je fais jaillir et l'embrun que je fais jaillir des vagues. Tu verras mes brumes que j'évoque dans le soir et l'embrun que je fais jaillir des vagues. Point. Dernière phrase. Tu verras ces divins couchers de soleil qui précèdent la lune. Point final, fermez les guillemets. Ça a été ?
Oui, Trop ça vite. va. T'as été un peu vite sur certaines phrases, mais ça Ouais. va. Et mon stylo ne fonctionnait plus très bien, ce qui m'aidait pas. Ah, en plus. En plus, faut appuyer C'est ça. et rattraper. Est-ce que je te laisse un petit peu de temps pour te relire toi-même et je fais troisième lecture ou je commence dès maintenant? Tu peux commencer la troisième lecture, je Ouais. pense. Ok. Allez, c'est parti pour la troisième lecture. Les 4 vents. Il était vêtu de vert et portait une couronne de perles humides. Il me dit : « Laisse-moi t'emporter vers la mer. Tu verras l'infini du ciel et de l'eau et du ciel. Tu te réjouiras du léger passage des voiles dont la blancheur frissonnante se colore vers le couchant de pourpre et d'or rouge. Tu verras les formes architecturales des poissons monstrueux et le vol circulaire des goélands qui tournoient infatigablement au-dessus des mâts. Tu verras mes brumes que j'évoque dans le soir et l'embrun que je fais jaillir des vagues. Tu verras ces divins couchers de soleil qui précèdent la lune. » Voilà. Merci beaucoup. Tu as mis tout ton cœur, Ouais. j'ai l'impression, dans cette lecture. Tout à fait. En fait, au vu de ce qu'on a dit avant, je me suis un peu représenté un mec qui vante la longueur de ses membres. Désolé. Donc la poésie du vent, je l'ai un peu vu comme ça, quoi. D'accord. J'espère que ça a été. Je reviens. Ouais, désolé. Est-ce que tu as eu des difficultés? Alors, je pense pas avoir eu de difficultés particulières, mais en l'écrivant, je me suis dit, ah oui, c'est pas un mot qu'on voit tous les jours. Par exemple, pour un mât, enfin au-dessus des mâts, Oui. je me demande, alors je vois pas comment on pourrait l'écrire autrement, et en même temps, c'est vrai que c'est quand même pas un mot qu'on écrit tous les jours. Donc pour le préciser aux auditeurs et auditrices qui auront fait la dictée, un mât s'écrit M-A accent circonflexe T, et ici comme il s'agissait des mâts, on y rajoute un S. Tout à fait. Il y avait aussi architectural qui, pas de grosses difficultés, mais aussi on peut se tromper. On aurait peut-être envie de mettre un 2 LE, vu que le L est entre deux voyelles. Ouais. Si des fois on connaît pas très bien la règle et qu'on se dit, ah tiens, il y a des voyelles. Sinon, il y avait aussi infatigablement, qui, au-delà de son aspect assez difficile à prononcer, on aurait peut-être tendance à mettre un U entre le G et le A, puisqu'on écrit fatigue, G-U-E. Mais la voyelle A, comme la O et la U, font que le G se prononce immédiatement G, sans besoin de rajouter un U. Donc infatigablement, I-N-F-A-T-I-G-A-B-L-E-M-E-N-T. Ouais. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de mots vraiment compliqués à l'intérieur. Si j'ai voulu donner le titre, c'est aussi pour parler un petit peu de la règle du comment on écrit les chiffres en lettres avec les accords, oui ou non, etc. Donc je vais vous rappeler rapidement cette règle. Une règle, quand je suis allé voir sur Internet pour bien vous la dire, c'est CM2, niveau CM2. Mais ça fait toujours du bien. Oui, rappelons-le. Donc, quand est-ce qu'on met un S à la fin des chiffres ? Eh bien, la règle veut qu'il soit invariable, à l'exception, forcément. On y revient aux exceptions de la langue française. Oui, et je crois qu'on va y revenir assez souvent, je pense. Donc, à l'exception de 20 et de 100, lorsqu'ils sont multiples, lorsqu'on dit 80, 300, là, eh bien, ils vont prendre un S. Par exemple, quand j'écris 80, il y a un S à la fin de 20. Ou 120 €, là par exemple, non, je ne mets pas de S. Oui. Et c'est seulement pour 20 et 100. Donc là, on parle des 4 vents. Il y a bien entendu un S avant, il y en a 4, mais à 4, on ne touche pas, on ne met pas de S. Et ça me fait penser aussi, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement,
Et je ne sais pas d'où me vient, moi, ce tic de ne jamais écrire les chiffres en symboles. Moi, je les écris toujours en lettres. Ah oui. Je ne fais jamais un 4. J'aurais pas fait un 4 comme on l'écrit en chiffre arabe dans une addition, par exemple. Et c'est très important, par exemple, lorsqu'on parle dans une lettre de motivation ou quand on écrit un poème, à moins que ce soit un souhait particulier de l'auteur pour un poème. Sinon, il est important d'écrire les chiffres en lettres, excepté pour les dates. Par exemple, j'ai travaillé de 2002 à 2005. Bon, là, évidemment, on se permet de l'écrire comme on écrit l'année civile de manière quotidienne. Mais voilà, c'est un petit rappel. Si jamais vous aviez mis un 4 dans le titre, attention. Ouais. On évite ce genre de petits défauts dans le texte. Et c'est important ensuite dans la vie. Ouais. Pour la crédibilité, tout simplement. Ça. Et sinon, une dernière règle qu'on peut rappeler très rapidement sur l'impératif présent, laisse-moi. On sait que l'une des choses qu'on nous répète tout le temps, c'est que on met un S pour la deuxième personne du singulier. Par exemple, on aurait dit « tu me laisses », L-A-I-2-S-E-S. Lorsqu'il s'agit de l'impératif, il n'y a pas de S avec les verbes du premier groupe. « Laisse-moi ». Ne prend donc pas de S. Et il y a bien le tiré entre laisse et moi. Exactement. Sinon, l'embrun, comment j'allais te dire comment tu l'as écrit. Non, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui étais l'élève aujourd'hui. Embrun, pour nos auditeurs auditrices au cas où, E-M-B-R-U-N. La fameuse règle du M avant le B, le P. Oui. Pour faire le son en. C'est ça. Sinon, comme je vous le répète à chaque fois, vous retrouverez nos textes en version écrite sur le Facebook de Conjuguer les plaisirs, celui de la Voyelle Bleue, sur les sites internet. Nous n'oublierons pas de vous les communiquer pour que vous puissiez les collectionner ou vous corriger. Et c'est ainsi qu'on touche à la fin. Je suis désolé, j'ai pas d'actualité sur René Vivien. Ça risque d'être compliqué après. Ouais, un petit peu, mais je pense que c'est une auteure qui va continuer à faire parler d'elle dans les années à venir, autant sur la littérature que sur sa vie et les combats qu'elle a menés durant sa vie. Je pense qu'ils vont continuer à inspirer beaucoup de femmes en priorité et d'hommes également. Nous l'espérons. Pour se rafraîchir un peu. Oui. Mais si, je sais ce que nous pouvons dire pour conclure cet épisode. Dis-moi tout. Elle met des vents au vent. Merci Clémence pour cette bonne émission. Journée à tous. Au prochain épisode. Oui, le prochain épisode, si nous avons quelque chose à dire. Je vous informe que pour le prochain épisode, donc le 7e de cette première saison, nous recevrons 2 adolescentes qui participent à nos ateliers d'écriture et qui ont envie de nous présenter un livre qu'elles ont lu. Ce sera donc la dictée pour les enfants, par les enfants. Sur le thème de la nature. Toujours. Dans cette saison. Exactement. Merci beaucoup Clémence. Merci. À bientôt. À bientôt. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la Voyelle Bleue.